Merci d'être resté pour cette deuxième table ronde, alors que nos deux intervenants font connaissance en direct devant vous et se saluent. Nous allons nous intéresser dans cette deuxième table ronde, pour ceux qui étaient là, et je pense que c'est le cas pour la plupart d'entre vous. Dans la première table ronde, nous avons parlé des ressources, de l'évolution démographique de la planète, et nous en sommes arrivés à la conclusion, mais on se doutait un peu de cela. Il va falloir que nous révisions un peu nos modes de vie, notre façon de consommer, si nous voulons vivre de façon harmonieuse, de plus en plus nombreux sur Terre. Alors pour parler de cette façon de changer les modes de vie et de consommation, nous avons invité Stéphanie Léronas, qui est chargée de recherche à l'Agence française de développement, l'AFD, spécialiste de l'Afrique, de l'Asie et du Moyen-Orient. Donc avec vous, on ira dans ces pays en voie de développement et nous verrons ce que eux aussi pourraient ou peuvent faire pour faire évoluer leur mode de vie. Et puis Philippe Biwix, à mes côtés, ingénieur spécialisé dans les questions liées aux ressources et à nos modes de production et de consommation, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Le prochain livre sortira en avril prochain aux éditions Stock, avec pour titre « Le bonheur était pour demain ». Est-ce que ça veut dire que pendant longtemps et encore aujourd'hui, on nous promet le bonheur à coup de technologie, et c'est à remettre un peu en question cette idée que le progrès, les high-tech, les hautes technologies nous apporteront le bonheur et nous sauveront à l'avenir? Oui, exactement. Bonsoir. Alors, j'étais en train d'écouter avec attention la table ronde précédente et je trouvais qu'on avait déjà presque avancé d'un pas parce qu'on prenait comme un fait acquis le fait que les ressources soient limitées. Et que du coup, il allait falloir d'une manière ou d'une autre se serrer la ceinture, si je puis dire, ou inventer des nouveaux modes de consommation et de production. Et c'est pas vraiment ce que j'entends dans les médias dominants. Il me semble qu'au contraire, on est plutôt on a un certain nombre de personnes peut-être qui sont un peu, on pourrait dire, des sortes de lanceurs d'alerte, en disant attention, oui, effectivement, ça va peut-être devenir compliqué. Mais on a en même temps beaucoup de gens qui continue à nous vendre ou à croire que le progrès technologique va résoudre beaucoup de choses comme il l'a déjà résolu. Et donc effectivement, aujourd'hui on a toute une série de promesses. Alors les promesses, c'est des promesses que j'appellerais cornucopiennes. C'est la cornucopia, la corne d'abondance. Donc là, on a encore plein de choses. On a toute l'énergie du soleil disponible. On a les ressources minières, c'est pas un problème, on peut aller il y a des astéroïdes, vous avez vu qu'il y a des entreprises qui se sont créées pour aller faire du space mining, donc on va aller chercher tout ça, on a la Lune, etc. Et puis on a les robots qui vont travailler pour nous, l'intelligence artificielle, les voitures autonomes. Donc ça, c'est les promesses que j'appelle un peu techno-esclavagistes, c'est-à-dire on va avoir des esclaves, mais des esclaves technologiques, pas comme sous l'Empire romain qui s'est effondré. Et puis on a les promesses évidemment repousser l'âge de la mort, les promesses de l'immortalité, le transhumanisme, etc. Et en fait, ce qui est assez rigolo, et c'est pour ça que j'ai employé cet imparfait dans le titre en disant le bonheur était pour demain, c'est que on peut remonter jusqu'à la Nouvelle-Atlantide, en fait, Francis Bacon, au début du XVIIe siècle, qui est un des premiers à avoir vraiment théorisé la logique de mettre la connaissance, le développement des connaissances scientifiques au service du bonheur, au service de l'humanité, donc avec la science appliquée. Et en fait, on va trouver tout au long du XVIIe, XVIIIe, XIXe et puis évidemment XXe siècle, toutes ces promesses technologiques. Et ce sont toujours les mêmes. Ce sont des promesses d'abondance. Donc au XIXe siècle, il y avait les chimistes comme Marcelin Berthelot, qui faisait des discours en expliquant que la chimie allait allait régler le problème de la faim dans le monde. On mangerait des nourritures synthétiques. Voilà. La promesse d'immortalité, elle existait déjà au XVIIIe. Vous la trouvez dans Condorcet. Et puis dans les années 50, on allait tous avoir des grille-pains nucléaires, des voitures volantes et des fusées en l'an 2000. Et puis aujourd'hui, vous avez les mêmes voitures volantes qui arrivent avec Uber, qui nous propose le drone autonome volant, et les fusées, on est en train d'essayer de les développer. Donc chaque génération réinvente les mêmes promesses technologiques. Oui.
Il y a quand même certaines promesses technologiques qui sont tenues. On ne se plante pas à chaque fois quand on imagine le futur, si? Non, alors c'est ça toute la subtilité, c'est d'essayer de savoir ce qui va effectivement se passer et pas se passer. Alors il y a ce métier de futurologue qui a été inventé dans les années 50 et qui était d'ailleurs qui a été en général un peu sponsorisé par l'armée de l'air des États-Unis. On s'intéressait beaucoup à ces questions-là, notamment autour du nucléaire, de la future fusion nucléaire, etc., qu'on devait trouver. Bon, et on s'est quand même souvent trompé aussi, ou alors disons que il y a des choses qu'on prévoyait et qui ne sont pas arrivées, ou alors on les repousse toujours de 10 ans en 10 ans. Et puis il y a d'autres choses qu'on n'a pas vu arriver, qu'on n'a pas vu émerger. Et typiquement, l'électronique, la miniaturisation de l'électronique, la montée en puissance des capacités de calcul, celle-là, personne ne l'avait vraiment vu arriver, même dans les années 50-60. Internet, on l'a vu venir, Internet? Internet, on l'a vu venir. D'abord, on a trouvé des financements militaires pour disons, en générer les premières prémices. Ouais. De la même manière aujourd'hui que si vous regardez un certain nombre de startups californiennes, les robots sont en partie les fantassins du futur, les interfaces homme-machine, etc. sont aussi ce sont des projets qui sont en général un petit peu lents. Et donc, si vous avez un retour sur investissement qui est faible et un grand capital à mettre, ça finit souvent avec des dépenses publiques et souvent des dépenses de l'armée. Le progrès technologique, il a souvent été lié malheureusement au fait qu'on se tapait dessus. Et j'ai peur que d'ailleurs la première métallurgie du cuivre, ça ait permis de faire une hache pour défricher, mais aussi pour défoncer le crâne de son voisin. Ouais. Et il n'y a pas de raison que ça continue pas. Donc Internet, ce qu'on n'a pas vu venir, c'est effectivement sans doute cet Internet portable qui permet un peu toutes les possibilités. Mais bon, maintenant, ce qu'il faut voir, c'est vers où va nous mener ce modèle numérique, puisqu'on dépense 10% de l'électricité mondiale dans le système numérique. C'est en train de croître plus vite que le secteur aérien. C'est un des secteurs. Alors, on va les passer en revue, là encore. On a identifié 5 grands secteurs qui, disons, dans ces domaines-là, clairement, on arrive un peu en bout de course, ou en tout cas, il y aurait des choses à faire. Et le numérique en est un. Pourtant, c'est un secteur récent, mais très, très énergivore. Vous m'avez dit, vous m'avez fait une comparaison entre les vols aériens et le numérique, et la consommation en énergie, et le dégagement en coût carbone, et pas forcément là où on l'attend. Il est pas que là où on l'attend, il est aussi là où on l'attend, parce que le secteur aérien c'est un émetteur important, mais pour donner un ordre de grandeur, donc effectivement c'est à peu près 10% de l'électricité mondiale, ça c'est en comptant pas la fabrication, ou dans lequel il y a aussi une part énergétique, de l'énergie grise pour produire les ressources et tous les matériaux et tous les appareils et les terminaux, etc. et les équipements de réseau. Donc ces 10% de l'électricité, ça veut dire que comme l'électricité malheureusement elle est au charbon à 40% et au gaz à 20%, et donc très carbonée au niveau mondial, on est un peu une exception en France, eh bien ça fait à peu près 1 milliard de tonnes de CO2 d'émissions, c'est-à-dire effectivement plus que le transport aérien qui doit représenter à peu près 700 millions de tonnes. Ouais. Alors donc, ça c'est quand même important de l'avoir en tête, parce que l'activité numérique, quand on se connecte à Internet, sa boîte mail, ou quand on s'envoie des documents, on a l'impression que tout ça est très immatériel, et on a l'impression d'être plutôt économe en énergie. On se dit, si j'envoie mes dossiers par mail, si je fais des visioconférences, tout ça est quand même beaucoup plus écolo que si j'envoie du papier par la poste, que si je me déplace. Et finalement, on arrive quand même à des énergies en jeu et des coûts carbone qui sont loin d'être négligeable. Alors le numérique, il est un peu emblématique de ce point de vue-là, parce que il subit ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc vous savez, ce concept qui a été inventé au 19e siècle par cet économiste Stanley Jevons, donc sur la question du charbon. En fait, ils essayaient de comprendre s'ils allaient tomber en panne de charbon en Angleterre, et puis le fait que il y a des gens qui disaient, comme on va consommer de moins en moins, chaque machine est de plus en plus efficace, elle consomme moins de charbon, et donc on va baisser la consommation de charbon. Et puis lui, il a réussi à montrer qu'en fait non, comme chaque machine allait consommer moins de charbon, on allait pouvoir utiliser plus de machines à plus d'endroits, ça allait être pertinent économiquement à plus d'endroits, donc le nombre de machines allait au contraire monter très fort, et ça allait donc au global consommer plus de charbon. Et c'est exactement ce qui se passe sur le numérique, c'est-à-dire que on a fait des progrès incroyables dans le numérique.
dans les centres de données, là, vous savez, là où sont stockées, toutes ces plateformes où sont stockées nos données, que ce soit les boîtes email, nos photos, mais aussi les sites internet, etc. Là où sont aussi calculées ou stockées toutes les pages internet qui permettent d'avoir les moteurs de recherche et autres. Ces centres de données sont très énergivores, il faut les climatiser, ils consomment beaucoup. Enfin, c'est des milliers des centaines de milliers de serveurs, donc on va dire des ordinateurs qui sont empilés les uns sur les autres. Alors, on a beaucoup progressé, on a amélioré l'architecture, on a amélioré la manière dont on dispatche la consommation, on a amélioré la température de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on l'a fait monter, on a moins besoin de climatiser. On s'est mis à climatiser avec de l'eau froide plutôt qu'avec de l'air pulsé. On s'est mis à les installer, les grandes sociétés vertes ont décidé de s'installer en Finlande, en Suède ou ailleurs pour les refroidir, pour qu'elles soient refroidies avec la température ambiante, etc. Et donc, on a progressé de manière impressionnante et c'est mesuré par un ratio entre l'énergie consommée dans les ordinateurs par rapport au reste de l'énergie. Malheureusement, pendant ce temps-là, tous les 12 à 18 mois, on double la quantité de données qu'on s'échange, qu'on stocke, qu'on calcule, parce qu'on utilise de plus en plus la vidéo, parce que on a le développement des capacités de calcul, etc. Et donc, à la fin, c'est l'effet rebond. Voilà. C'est l'effet rebond, c'est-à-dire qu'on améliore, on est plus efficace, mais comme on utilise de plus en plus, au final, la facture énergétique est toujours plus lourde malgré les progrès que l'on fait. Et ça, on va l'observer dans bien des domaines. Alors, on va les passer en revue, mais évidemment, ensuite, dans la discussion avec la salle, on pourra revenir sur chacun de ces exemples. On vient de voir le numérique, il y a le domaine de la mobilité, aussi des transports. Alors, de ce point de vue-là, est-on vertueux ? Alors, malheureusement, là aussi, il y a de l'efficacité, ou on espère de l'efficacité, et là aussi, il y a de l'effet rebond. Alors, deux exemples parmi une foultitude. Alors, moi, je viens de Bordeaux. Alors, le premier exemple, la ligne grande vitesse de Bordeaux, qui a été inaugurée à l'été 2017. C'est formidable, le train, pour descendre de Paris à Bordeaux par rapport à l'avion, c'est bien moins énergivore, c'est de l'électricité plutôt que du kérosène, etc. Donc ça allait être formidable, on allait baisser le nombre d'avions, et puis à côté, Air France disait même pas peur. Bon. Et le résultat, c'est qu'effectivement, le nombre d'avions n'a pas particulièrement baissé au départ ou à l'arrivée de Bordeaux, c'est même un peu le contraire, parce que le secteur aérien progresse plutôt bien. Il faut savoir que globalement, la flotte mondiale va passer de 20 000 avions à 50 000 avions dans les 20 à 30 ans qui viennent, donc il va falloir vraiment accrocher sa ceinture climatique. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, comme c'est plus facile, plus rapide de faire l'aller-retour dans la journée, etc. Qu'est-ce qu'on a ? On va avoir des cabinets d'architectes ou d'études qui vont répondre à des appels parisiens, qui vont répondre à des appels d'offres bordelais, des bordelais qui eux vont monter à Paris plus facilement. Voilà. Ça génère du transport. L'offre, en fait, crée la demande. Ça devient possible de faire Paris-Bordeaux en 2 heures. C'est un peu cher, je sais, mais c'est possible et ça fait. Et voilà. Et on a d'autres exemples. Le covoiturage de longue distance, c'est un truc génial. Le covoiturage de longue distance. Je fais Paris-Strasbourg avec 3 personnes dans la voiture, plutôt sympa, en plus ils discutent, blabla. Bon, et ça a remplacé 3 personnes avec 3 voitures. Donc on se dit, c'est chouette. Le problème, c'est que ça ne remplace pas 3 personnes avec 3 voitures. Ça, c'est des études sociologiques qui commencent à le montrer. C'est assez difficile à chiffrer, à quantifier, mais dans les 3 personnes qui font cet aller-retour, il y en a un, il aurait pris le train. Il prenait le train, peut-être ça panique un peu tout le monde parce que ça risque de vider en partie les trains. Alors il prend le train il ne prend plus le train parce que peut-être la voiture est moins chère, elle est plus pratique, elle n'est pas de centre-ville à centre-ville, elle est de la périphérie à une autre périphérie par exemple. Il y en a un autre, lui peut-être il aura fait l'aller-retour Paris-Strasbourg parce que c'est pas cher et donc tiens je vais aller boire un coup avec un ancien copain d'études, je sais pas quoi. Donc il va faire son aller-retour aussi. Et puis le troisième qui conduit, il a la contribution économique des 2 autres qui vont l'aider à payer le péage et la voiture, donc il fait peut-être lui aussi plus souvent l'aller-retour qu'il le faisait. Et le global, c'est que malheureusement, à la fin de la journée, comme disent nos amis anglo-saxons, si on regarde ce qui sort des raffineries, si on regarde la quantité consommée, il n'y a pas d'effet covoiturage. On ne le voit pas. Quoi. Bon, c'est un peu désespérant parce que tout ce qu'on pensait être des débuts de solutions, pour le moment, ça marche pas du tout. Alors, on va être un peu sur le constat, puis après, on essaiera de voir quelles alternatives vous proposez. On n'est pas uniquement là pour se décourager. Dans le domaine du bâtiment, on construit de plus en plus. Là aussi, vous m'avez donné des
des chiffres qui m'ont surpris. Si à ce train-là, on continue de bâtir, de bétonner, d'urbaniser, bientôt, voilà, il n'y a plus que ça en France. Enfin, le rythme est vraiment effréné. Alors ça, c'est le problème de l'artificialisation des sols. On convertit aujourd'hui, alors pour différentes raisons, ces bâtiments, ces parkings, ces routes, ces infrastructures, ces ronds-points, que sais-je. On artificialise. Alors c'est des données qui sont très difficiles à trouver, à agréger et à rendre cohérentes entre elles, parce qu'il y a des données satellitaires et des données déclaratives. Enfin, et en plus on les reçoit avec plusieurs années de décalage. Mais on sait qu'on artificialise de l'ordre d'un département français, 1% du territoire, tous les 7 ans à 10 ans, on n'est pas tout à fait clair, mais on va dire 7 ans, 8 ans. Donc 1% du territoire tous les 7 ans, 8 ans. Aujourd'hui, on est à peu près à, ça dépend comment on compte les chiffres, mais on va dire 8, 9, 10% du territoire qui est artificialisé. Donc voilà, dans 90 fois 10 ans, c'est la planète Trantor. Je ne sais pas si vous connaissez la planète Trantor. C'est le centre de l'Empire Galactique dans la trilogie Fondation d'Asimov. C'est celui qui a inventé les robots là. Enfin, qui a écrit sur les robots. Auteur de science-fiction. Voilà, auteur de science-fiction. Donc c'est une planète qui est au centre de l'Empire Galactique. Il y a des millions de planètes, etc. Et en fait, elle est entièrement artificialisée, entièrement couverte. Voilà. Donc entre moins de temps que ce qui nous sépare de Charlemagne, je sais bien que c'est assez loin, et puis que c'est se projeter assez loin dans le futur, parce qu'on est souvent à dire 2050, 2100, on n'est jamais vraiment à dire l'an 3000, quoi. L'an 3000, les débrouillons, mais ça prouve bien qu'il y a un moment, ça va forcément devoir s'arrêter, et qu'il faudra passer à zéro artificialisation. Voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, le secteur globalement de la construction artificialise à grands pas. Oui. Alors, on a de mauvaises habitudes, on chauffe de plus en plus, on chauffe trop par rapport à il y a quelques années. On utilise trop de mètres carrés. Alors, ça paraît un peu bizarre de dire ça à Paris, où on a tous l'impression, à part là, aujourd'hui, où on prend un peu de place, mais chez nous, dans nos habitats parisiens, on a quand même l'impression d'être relativement réduit. Mais en fait, on utilise beaucoup de mètres carrés par personne. Alors voilà, on sait que la population augmente légèrement en France, je crois que c'est 0,3% par an. Et effectivement, le nombre de mètres carrés bâtis, lui, augmente plus vite que proportionnellement à la population. Donc c'est pas juste parce qu'on est plus nombreux qu'on a besoin de construire, c'est aussi parce que on consomme de plus en plus de mètres carrés. Alors c'est effectivement peut-être pas le Parisien dans son logement, c'est un mauvais exemple, mais même le Parisien dans son logement en fait est consommateur de mètres carrés indirectement sans vraiment le savoir dans la périphérie urbaine, parce qu'il commande sur Internet, il se fait livrer, il y a des zones, donc il y a des plateformes logistiques, il y a de la construction, il y a plein de choses qui sont nécessaires, il y a des endroits où il doit évacuer ses déchets, etc. Donc il est consommateur sans le savoir, et la ville dense est consommatrice, elle déporte aussi de l'artificialisation à l'extérieur. Et puis il y a toute une série d'usages qui amènent à ça. Alors ça, je vais en prendre un parmi d'autres. On va pas dire que divorcer c'est pas écologique, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais par exemple le fait que on évolue un peu, les familles recomposées, etc. Peut-être qu'il y a des enfants, ils ont une chambre chacun dans un logement chez papa, chez maman, etc. Enfin, il y a toute une série d'usages et de comportements sociologiques qui fait qu'effectivement on consomme de plus en plus. Alors on a parlé de la nourriture dans la première table ronde, peut-être on aura l'occasion d'y revenir, mais là je saute volontairement ce chapitre. Consommation aussi, le suremballage, le plastique jetable, tout ça, là encore, c'est en surchauffe et ça va en augmentant. Malheureusement, alors on est passé dans un stade, j'ai oublié tout à l'heure une promesse, en plus des promesses cornucopiennes, etc. Aujourd'hui, on a une nouvelle promesse technologique qui est en train d'arriver, c'est la promesse réparatrice. Donc la promesse réparatrice, c'est c'est vrai qu'on a un peu abîmé la planète, mais c'est pas grave parce qu'en fait nos ingénieurs généticiens vont faire réapparaître le mammouth grâce au pergélisol d'ailleurs qui dégèle. On retrouve de plus en plus d'ADN de mammouth, donc ça va être bien. Et puis il y a aussi la géoingénierie un petit peu effrayante, et il y a le nettoyage des océans. Donc, géoingénierie, c'est on joue sur le climat, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on essaye de réparer le changement climatique en envoyant par exemple dans l'atmosphère des choses pour
Voilà, il y a plein de choses assez truculentes. En ce moment, ce qui est un peu à la mode, c'est l'Antarctique. On réduit on réduit le rythme de fonte des glaciers en installant des murs sous-marins de 100 mètres de haut et de plusieurs kilomètres de long. Bon, alors, je crois que ça fait plus que le barrage des Trois Gorges en Chine, et c'est ça en sous-marin et dans l'Antarctique. Je ne sais pas comment on va fabriquer ça, mais il y a des très beaux papiers scientifiques qui sortent là-dessus. Où on installe des millions de petites pompes avec des éoliennes dans l'Arctique pour recréer de la banquise. Enfin, il y a plein de choses très très intéressantes, mais qui risquent effectivement de mettre un peu de temps à mettre en œuvre. Et puis il y a le plastique. Alors effectivement, le plastique des océans, bon, on sait que voilà, on peut faire quelques bateaux qui ramassent un petit peu comme ça les macro-déchets, mais en réalité, on sait que l'essentiel tombe au fond des océans, qu'il y en a déjà pour des centaines de millions de tonnes au fond des océans, et puis que même l'usure des pneus de nos voitures provoque, envoie un tiers de tous les microplastiques primaires dans l'océan, c'est l'usure des pneus de voiture et des peintures routières. Et donc, même si la voiture était propre, ce qu'elle n'est pas, puisque l'énergie n'est jamais propre, même si la voiture était propre d'un point de vue des ressources, ce qu'elle n'est pas, puisqu'une voiture est toujours très mal recyclée, eh bien, rien que rouler en fonction de la taille de vos pneus, vous polluez les océans. C'est affreux. Oui, c'est affreux. Alors du coup, qu'est-ce qu'on trouve comme début de solution? Qu'est-ce que vous proposez de changer dans notre mode de vie pour avoir un impact réellement positif sur, on le voit, ces excès? On voit bien qu'on ne peut pas continuer comme ça. Alors déjà, je dirais de se rendre compte, d'accepter le fait qu'effectivement, il faut changer quelque chose dans le mode de vie. Ce qui est, à mon avis, pas le cas aujourd'hui, parce qu'on confond efficacité et sobriété. Souvent, quand on parle on dit on va faire de la frugalité, on va faire de la sobriété. En réalité, c'est souvent plutôt de l'efficacité. C'est-à-dire, je chauffe toujours autant. Enfin, j'ai toujours la même température de confort dans mon logement, mais il est mieux isolé, et donc je consomme moins. Ça, c'est plutôt de l'efficacité que de la sobriété. Ou alors, je vais me déplacer toujours autant, mais on va se déplacer à 3 ou 4 dans la voiture autonome, partagée, avec des outils numériques. Mais c'est pas, je me déplace moins. Voilà. Donc, déjà reconnaître qu'on a un problème, enfin en tout cas dans les pays, disons, occidentaux, où la consommation de ressources et d'énergie est telle, la gabegie est telle que c'est pas possible, même avec c'est pas possible de passer à un système d'énergie renouvelable qui couvrirait l'ensemble des besoins énergétiques de la planète à 8 milliards ou à 10 milliards, peu importe. C'est juste une consommation de ressources totalement hallucinante qui n'est pas durable. Et je rappelle qu'il y a plein de calculs qui sont faits sur le nombre de tonnes de cobalt, de néodyme, de je sais pas quoi, de cuivre dont on a besoin pour faire tant de panneaux photovoltaïques, tant d'éoliennes, mais que je rappelle qu'au bout de 25 à 30 ans, il faut tout recommencer à chaque fois. Donc, à nouveau, est-ce qu'on tient jusqu'en l'an 3000? Est-ce qu'on peut être dans une civilisation durable? Donc, moi, je pense qu'il faut d'abord, le plus simple, c'est le meilleur kilowattheure, le plus vert, c'est celui qu'on n'a pas utilisé, c'est celui qu'on n'a pas consommé. Donc, il faut faire de la sobriété à tout prix. Et la bonne nouvelle, c'est que on en a tellement sous le pied, le gâchis est tellement hallucinant qu'on peut faire de la sobriété sans se faire au moins trop mal au départ. Après, on pourra réfléchir si on veut faire des choses tous ensemble, intelligemment, parce que, vous savez, il y a ces courbes qui montrent que le bonheur n'est pas vraiment proportionnel à la consommation d'énergie, ni vraiment proportionnel au PIB par habitant. Hein. Au début, oui, un peu forcément, puis à un moment, ça plafonne très vite, et on est très malheureux aux États-Unis, et sans doute autant que dans pas mal ou plus que dans beaucoup de pays du monde. Donc, faire de la sobriété. Alors, la sobriété, ça va être de manger moins de viande, pas forcément de devenir végétarien, mais de manger moins de viande dans le domaine agricole, parce qu'effectivement, ça libère des tombereaux de céréales, et à ce moment-là, peut-être, on pourra même baisser un peu les rendements agricoles pour réduire les intrants, pour accepter un petit peu de partager peut-être avec quelques insectes ou quelques champignons de temps en temps, et baisser les intrants, les pesticides, les fongicides. Dans le domaine de la mobilité, il faudra trouver un moyen d'être moins mobile, de moins en moins mobile. La civilisation de la voiture n'est pas durable. Il n'y a pas de solution qui permette de maintenir ce gâchis que représente le transport de 1 tonne, 1,5 tonnes, 2 tonnes pour transporter 100 kilos de charge utile, bagages compris. Il faut passer à la civilisation du vélo, éventuellement avec assistance électrique, je survis à la batterie, parce que c'est quand même une petite batterie par rapport à ce que contient une voiture. Non mais ça, par exemple, ça va bien ici, à Paris, mais vous dites ça à quelqu'un en pleine campagne, la civilisation du vélo, pour aller travailler, s'il a ne serait-ce que 50 km à faire, il tient pas une semaine. Ah bah, j'ai les gilets jaunes dès demain matin oui, c'est ça, là, dans mon bureau. Donc, tout à fait, en fait,
ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut amorcer la sortie de la civilisation de la voiture. On ne peut pas, évidemment, nous un peu plus peut-être en France, parce qu'on a quand même construit les villes avant la voiture. Aux États-Unis, ils auront plus de difficultés, mais on ne peut pas, évidemment, revenir comme ça d'un claquement de doigts sur 70 ans de fonctionnalisme, après la charte d'Athènes dans les années 40, là, on n'habite pas au même endroit qu'on travaille et qu'on a les loisirs. Donc ça, c'est évident qu'on ne peut pas faire ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est amorcer des choses intelligentes, c'est-à-dire aujourd'hui, les voitures sont de plus en plus lourdes, sont de plus en plus performantes, sont de plus en plus puissantes, sont de plus en plus sûres, sont de plus en plus équipées. Et donc, là aussi, il y a un effet rebond. Tout le gain qu'on peut faire sur la motorisation plus efficace, les normes, etc., on le perd dans le poids et la puissance de la voiture. Pourquoi ? Et aujourd'hui, les voitures, elles augmentent en poids chaque année. Et depuis quelques années, les émissions de CO2 par voiture vendue, en moyenne, augmentent à nouveau, après avoir baissé pendant longtemps, elles augmentent à nouveau parce qu'on se met à vendre plus de sport utility véhicules, les semi 4x4, etc. On pourrait très bien aller vers des voitures de moins en moins lourdes, de moins en moins puissantes, qui vont de moins en moins vite. De 80 km/h, c'est pas mal, à condition que tout le monde le respecte et que tout le monde le fasse, et qu'il y ait aussi une exemplarité et une réduction des inégalités. Et donc on pourrait aller comme ça de plus en plus, de manière réglementaire ou en taxant, en faisant une vignette au poids ou à la puissance, réduire la taille des voitures. Et très très rapidement, on arrive vers des voitures beaucoup moins lourdes. Et puis moins elles seront lourdes, moins elles sont puissantes, moins elles vont vite, plus elles pourront cohabiter avec des vélos qui pourront se développer. Parce que là aussi, il y a plein d'initiatives avec des vélos donc à assistance électrique, il y a des vélos couchés où on peut faire plus de kilomètres, il y a des vélos carrioles pour déposer les enfants à l'école, c'est pas une excuse, même si on n'a pas de prendre la voiture, etc. Il y a plein de manières de faire. Et en 20-30 ans, il faut qu'on arrive à sortir de la civilisation de la voiture. On développera d'autres solutions et d'autres modes de vie que vous préconisez, on le voit, c'est assez radical. Si vraiment on allait au bout de cette idée, il faut vraiment changer notre façon de voir les choses. Mais pour laisser le temps à la discussion avec le public de s'installer, je vous propose d'écouter un petit peu Stéphanie Lérenaz, qui, alors, c'est très bien que vous soyez là parce que, évidemment, il faut qu'on se remette en question, qu'on réfléchisse à notre mode de vie et ce qu'on pourrait changer. Mais comme on est tous embarqués sur la même planète, il faut aussi savoir comment ça se passe ailleurs et quels sont les ajustements qu'il faut faire ailleurs. Alors, par exemple, vous vous intéressez aux pays en voie de développement, on l'a dit, l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Asie. Dans ces pays-là, ces considérations que l'on a, nous, est-ce qu'elles ont un sens? Est-ce qu'on ne se pose pas des problèmes de riches, de personnes ultra privilégiées par rapport à ces pays qui, eux, rêvent d'atteindre ce niveau de vie? Est-ce qu'il n'y a pas un côté presque indécent à aller voir ces populations et leur dire qu'il faudrait être plus sobre? Ma réponse, elle va être... D'abord, bonsoir à tous. On vous voit très mal parce que Oui. vous êtes à contre-jour, mais... Vous êtes sous les sunlights, voilà. là. Ma réponse, elle va être à la fois oui et à la fois non. Donc, c'est peut-être pas très satisfaisant. Très clairement, quand on regarde par exemple la question du changement climatique, on a évoqué pendant la première table ronde la question de qui est responsable, quelles sont les adaptations qu'on peut avoir, la question de la résilience, etc. Et il a été dit on n'est pas dans une responsabilité des pays européens par rapport aux pays africains ou par rapport aux pays asiatiques ou du Proche-Orient. Or, dans les différents accords qui ont été faits sur le climat et les différentes négociations, et on a effectivement mis en évidence une responsabilité, une préoccupation commune de l'humanité concernant le climat, mais une responsabilité différenciée. Donc effectivement, on a des classes moyennes qui augmentent dans les pays en développement, mais en attendant, historiquement, la responsabilité sur le climat incombe plus fortement, très clairement, aux pays du Nord et aux modes de consommation. Les impacts au niveau des pays du Sud sont quand même relativement dramatiques. Il y a un rapport de la Banque mondiale qui est paru la fin d'année dernière, qui explique que les migrations climatiques vont aller en augmentant très très fortement dans les 50 prochaines années, en particulier si on reste sur la trajectoire actuelle d'émissions des gaz à effet de serre.
Et ce n'est uniquement qu'en travaillant sur la réduction des gaz à effet de serre et donc à une réduction du changement climatique qu'on arrivera à réduire ces migrations climatiques. Et ces migrations climatiques, c'est pas forcément ceux qui prennent le bateau pour traverser la Méditerranée, c'est des migrations climatiques dans les pays eux-mêmes. Et ça a une incidence qui n'est pas négligeable, c'est-à-dire ce sont en général des populations particulièrement pauvres, particulièrement vulnérables, qui n'arrivent pas à s'adapter au changement climatique insidieux, c'est-à-dire au stress hydrique récurrent, à la montée des eaux, des océans, etc., et qui n'ont pas les moyens forcément d'aller très loin. Donc ils vont migrer dans leur propre pays ou au mieux au niveau régional. Et on va avoir une espèce de carte qui va se reconfigurer. On parle par exemple sur l'Afrique subsaharienne de 85 millions de personnes. Si on reste sur la même trajectoire, on est quand même sur des chiffres considérables, qui va se reconfigurer avec des bassins d'émigration, donc de départ, des bassins d'immigration, donc d'arrivée massif. Et par exemple, des villes comme Nairobi au Kenya pourraient voir arriver un afflux de réfugiés climatiques extrêmement fort qui va poser énormément de problèmes en termes de planification urbaine, en termes de gestion des déchets, en termes de ressources en eau, etc., etc. Donc, voilà. D'accord. Alors, on comprend bien. Ils vont, ce sont des victimes, hein, ces pays en voie de développement. Ils vont payer le prix fort de nos excès. Est-ce pour autant, vous qui intervenez dans ces pays, est-ce que vous demandez aussi aux populations de revoir leur mode de vie? Est-ce que eux aussi, en gros, on est en droit de leur demander des choses, et qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour contribuer à améliorer Est-ce que ça passe aussi par eux finalement, hein? Oui, oui, tout à fait. Alors, moi, je vais repartir de la question de la ressource en eau. On en a un peu parlé à la précédente table ronde. Moi, j'étais pas complètement d'accord avec l'intervention concernant, par exemple, la disponibilité des ressources en eau. Comme quoi, les ressources en eau étaient disponibles et que c'était qu'une question de mobilisation. On voit bien que le disponible par habitant et par an est très différencié d'un pays à un autre. Et on a un arc de crise hydrique qui part du Maroc et qui va jusqu'à la Mongolie en passant par le Proche-Orient, où on a des disponibles par habitant en eau qui sont extrêmement faibles. Et par exemple, vous avez en Jordanie 100 mètres cubes par habitant et par an. Un Koweïtien, il aura 10 mètres cubes. Donc c'est extrêmement peu. Il n'empêche que ce sont des économies dans ces pays-là qui ont fortement misé sur l'agriculture irriguée, et qui donc vont essayer de mobiliser fortement des ressources en eau qu'ils n'ont pas. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? On va avoir des projets ou des programmes de développement ou de mobilisation de nouvelles ressources en eau qui vont être pharaoniques. On a les exemples, on a le barrage d'Assouan en Égypte, on a tout le programme Kadhafi en Libye qui consistait à aller pomper dans des nappes fossiles, c'est-à-dire des nappes qui ne sont pas renouvelables, parce qu'on a parlé des nappes renouvelables tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'eau en fait qui existe dans des nappes souterraines qui sont extrêmement profondes et qui sont non renouvelables. Et ça veut donc dire que lorsqu'on pompe dedans, on a forcément le niveau de la nappe qui descend. Or, c'est des nappes qui sont souvent très grandes, et là, en l'occurrence, qui sont partagées avec la Tunisie, avec les pays voisins. Donc, le programme Kadhafi, qui consistait à aller puiser dans ces nappes, à faire des canalisations sur 4000 km, des canalisations de près de 4 mètres de diamètre. Donc, des énormes programmes comme ça de mobilisation de nouvelles ressources en eau. Alors que aujourd'hui, l'un des grands enjeux, c'est la gestion de la demande en eau, c'est-à-dire réussir à avoir un usage efficace. Je reviens sur la notion d'efficacité de l'eau qui est déjà mise à disposition. Et c'est vrai qu'on retrouve, par exemple, cette question de la demande en eau. Alors, ça passe par des aspects très personnels de consommation et de faire attention à sa propre consommation, sachant que dans ces pays, en général, ils ont quand même un niveau de consommation en eau qui est très moindre, notamment en eau potable par contrainte, hein, déjà. Quand on prend Amman, la ville d'Amman est dans une consommation en eau extrêmement faible et elle ne va pas aller en s'arrangeant vu la situation hydrique. Donc ça passe par des comportements individuels plus responsables, mais ça passe aussi par des comportements collectifs à reconstruire. Ce qu'on constate dans ces pays, c'est qu'on avait
j'aime pas trop ce mot, mais une culture de l'approche du territoire, à la fois sur ses aspects sociaux, sur ses aspects environnementaux, etc., et des solutions qui étaient trouvées par les communautés pour éviter la surexploitation de leurs ressources. Et ça, c'est quelque chose qui a été globalement, petit à petit, perdu, et c'est quelque chose vers lequel on peut retourner. Alors, par quel moyen, justement, vous convainquez ces populations locales de changer leurs habitudes pour gérer cette ressource, notamment l'eau, qui est vitale par définition. Et évidemment, même quand on est pauvre, il faut ménager ces ressources-là. Il y a beaucoup d'outils qui existent, qui sont plus ou moins efficaces, et on va pouvoir retrouver aussi des questions d'effet rebond. D'abord, reprenons le fil de l'eau, c'est le cas de le dire. Il y a par exemple, instaurer des quotas ou limiter en quantité les prélèvements dans les nappes, etc. Alors, cette gestion réglementaire qui est en général faite par les pouvoirs publics est extrêmement compliquée dans ces pays, parce qu'on a une information sur les forages illégaux, sur les différents usagers, les différents usages qui sont sur les nappes. C'est extrêmement difficile de pouvoir les identifier et de les suivre, et ça coûte très cher, ce qu'on appelle les fameux coûts de transaction, pour pouvoir mettre en place des modes de gestion de ce type-là. Après, on peut avoir des outils de type les prix. Essayer d'inciter les gens, les consommateurs, à moins consommer grâce à des indices de prix. Dans ces pays-là, c'est encore une fois très compliqué, parce que l'usage agricole, qui représente globalement 80% de l'utilisation des ressources en eau, ont déjà des prix qui sont particulièrement bas. Donc avoir un effet incitatif grâce aux prix, ça nécessiterait de les augmenter extrêmement fortement. Et en plus de ça, ils pourraient trouver d'autres moyens de mobilisation de ressources qui leur éviteraient de passer par exemple par un service collectif avec un prix exorbitant. Alors après, il y a essayer de faire en sorte qu'ils soient efficaces. Alors éviter que grâce à la technologie ou autre, ou à la subvention à la technologie, faire en sorte qu'ils consomment moins, par exemple, à la parcelle. Et donc ça a été évoqué aussi à la première table ronde, c'est par exemple pouvoir mettre du goutte à goutte au lieu de faire de l'irrigation par aspersion, mais là aussi dans ces pays ça a des effets rebonds énormes. On retrouve cette notion d'effet rebond, c'est terrible. À chaque fois qu'on veut améliorer la situation, il y a des sortes d'effets pervers à ces améliorations. Et là, les effets rebonds, ça va être finalement, on va augmenter la consommation globale de l'eau, parce que l'agriculteur qui bénéficie de goutte à goutte va peut-être mettre des cultures qui vont être plus gourmandes en eau, mais qui vont pouvoir augmenter ses revenus, passer à l'arboriculture, passer au maraîchage, ou alors si le foncier n'est pas limitant, il va pouvoir étendre ses cultures, etc., etc. Donc on a aussi toute une série d'effets rebonds. Et puis l'eau c'est un flux, donc l'eau c'est pas juste quand une goutte d'eau est perdue à l'échelle de la parcelle, il se peut qu'elle bénéficie à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire être réutilisée en aval par quelqu'un d'autre, ou voire qu'elle bénéficie à l'environnement lui-même. Tout ça pour dire qu'on n'a pas de recette miracle pour les aider à prendre conscience de la surexploitation et baisser les consommations. C'est un panachage d'outils qui permet un peu de faire avancer les choses. Alors, sortons du thème précis de l'eau, qui est capital, mais qui n'est pas unique. Et puis ensuite, promis, je passe vous donner la parole, mais sur ces pays en voie de développement, qui, par définition, ont besoin et ont le souhait de se développer et de vivre dans des conditions meilleures, est-ce qu'ils peuvent arriver à se développer sans passer par les mêmes étapes que nous, sans faire, j'allais dire les mêmes erreurs, mais il y a un côté un peu condescendant. Quand nous, on est un petit peu en haut, oui, si tu veux arriver jusque là où on est, prends un autre chemin parce qu'on a fait trop de bêtises quand on a pris celui-là. C'est quand même, il y a vraiment une position très difficile à tenir. Donc, est-ce qu'on peut les accompagner de bonne foi à améliorer, à se développer, mais sans passer par le même chemin et à y arriver est-ce qu'il existe un plan B pour se développer de façon moins polluante, moins destructrice que nous l'avons fait? En fait, vous seriez assez surpris de voir tout ce que ces pays peuvent nous apprendre en termes de développement qui intègre à la fois des préoccupations environnementales et des préoccupations sociales.
C'est vrai que quand on a toutes les politiques de développement, depuis qu'elles ont été mises en place depuis les années 45-50, ont beaucoup axé sur la notion de progrès, la notion de rattrapage des économies, avec l'idée qu'on était dans des économies de croissance permanente. Aujourd'hui, nous, ici en France, on n'aime pas peut-être ce mot, on a peut-être un peu peur, mais on est quand même peut-être aussi dans une idée d'économie de la décroissance. Et donc, en tout cas, c'est une idée qui peut... On y est ou certains le souhaitent? Non, qui est souhaitée. Oui, par certains. On n'y est pas du tout. Oui, Voilà. c'est ça. Et donc, dans ces économies-là du Sud, ils ont... effectivement, on ne peut pas arriver en leur disant on vous souhaite le non-développement économique, etc. Quand on voit les difficultés qu'ils ont pour l'accès à l'eau, les difficultés qu'ils ont pour l'accès à l'énergie, à l'éducation, etc., etc. Mais eux ont une inventivité qui est quand même assez impressionnante, et ils trouvent des solutions qui sincèrement pourraient être inspirantes pour nous, et notamment... Vous auriez des exemples, oui, c'est ça. Voilà, et notamment en termes de gouvernance locale et d'organisation communautaire autour de la gestion de certaines ressources. Sur cette question précise de Philippe Bihuy, vous avez dû aussi... alors vous dites pas décroissance, je crois que vous avez un terme moins... Je le dis pas, mais je le pense très fort, mais pour pas faire peur, je dis post-croissance. Post-croissance, voilà. Ça fait moins peur. Ça fait moins peur. Et c'est la même chose, hein. C'est-à-dire qu'il faut décroître la consommation d'énergie, de ressources, des émissions de gaz à effet de serre, de déchets. Mais pendant que nous, en tout cas certains dans nos pays, prônent la post-croissance ou la décroissance, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on souhaite aux pays en voie de développement? On ne peut pas leur interdire de vouloir croître un peu quand même. Oui, ça dépend ce qu'on appelle croître. C'est toujours pareil. Donc, ce que je pense en tout cas, c'est qu'on n'est pas très crédible quand on vient au COP 22, 23, 24, 25, 26, et puis on va continuer comme ça un certain temps. On n'est pas très crédible. Alors d'abord, c'est jamais très facile de se mettre d'accord tous ensemble quand on n'a pas la même histoire, pour plein de raisons, et puis la même structure d'économie. Hein. Donc quand il faut discuter avec le Koweït sur la baisse de je sais pas quoi de la consommation des voitures, c'est pas facile. Et puis on n'est pas crédible parce qu'on a donné un modèle. C'était à la première table ronde, on le disait d'ailleurs. Et ce modèle, il est Internet a fait un peu, enfin Internet et puis peut-être la plus grande facilité des déplacements fait qu'aujourd'hui ce modèle il est connu de tout le monde, c'est l'American Way of Life, enfin le soft power aussi états-unien fait que à travers des séries télé, etc. Et donc on n'a aucune crédibilité à dire attention, oulala, mais vous êtes quand même un peu nombreux par rapport à nous, vous l'êtes de plus en plus d'ailleurs semblerait-il, nous dit l'INED. Et donc, faites attention quand même, développez-vous, mais enfin pas trop vite, sinon les limites planétaires de régulation climatique planétaire vont s'en ressentir. On n'est pas du tout crédible. Donc, la seule manière, de mon point de vue, d'être crédible, ça serait d'arriver aux tables de négociation en ayant vraiment enclenché un virage vraiment fort, ou un coup de frein, enfin on appelle ça comme on veut, sans sortie de route si possible, démocratique. Vous êtes encore très voiture dans votre tête, hein. Vous oui, êtes pas, voilà. On peut faire ça à vélo aussi, dans les coups de frein et les virages, vous avez raison. La métaphore, effectivement, n'est pas sympathique, mais qui permettent d'aller vers un monde, effectivement, un système industriel, commercial, fiscal, culturel aussi, de post-croissance, et si possible de pleine activité ou de plein emploi, parce que je pense que justement aller vers des choses plus sobres, aller vers des choses où on se déplace moins, vers de l'économie plus locale, vers des circuits courts, vers de l'artisanat, vers des petites éco-industries locales, tout ça c'est générateur d'emplois et peut-être d'emplois un peu plus intéressants que magasiniers dans des grandes plateformes logistiques. Et du coup, de se dire que tout ça, ça nous rend plus heureux, parce que c'est bien ça le truc, et que ça nous rend plus heureux tout de suite, parce que c'est pas on va se serrer la ceinture pour dans 1 ou 2 générations, parce que ça on sait que ça marche pas. Et là peut-être à ce moment-là, on pourra montrer une autre manière de faire, et que à ce moment-là, espérons effectivement de la même manière que peut-être les pays en développement aujourd'hui, ils sont pas passés par le téléphone filaire, ils sont directement au téléphone portable, ils sont pas passés par les agences bancaires, ils sont directement à payer avec leur smartphone, que sais-je. Ben peut-être on pourrait leur dire directement enfourcher un vélo, parce que nous ça y est, on est en train d'abandonner la voiture. Mais il faut le faire pour de vrai. Oui, c'est ça. Faut que nous-mêmes déjà on ait montré qu'une société plus sobre peut
peut être heureuse pour leur donner envie de nous rejoindre sur ce terrain-là. Effectivement, montrer l'exemple peut-être. Y a-t-il des questions dans la salle? Alors sur ces deux aspects, hein, vous l'avez compris, à la fois on réfléchit à comment nous pourrions changer et puis comment le monde pourrait évoluer. Bonsoir, merci pour votre discussion. Moi, en fait, en ayant écouté les deux tables rondes, je me dis que il y a quand même une résistance au changement qui fait que je pense que on va rester comme ça pendant 30 ans et après on n'aura plus de ressources, donc on sera obligé de changer à ce moment-là et qu'on fera vraiment qu'à ce moment-là et l'être humain il va s'adapter et du coup ça marchera comme ça. Qu'en pensez-vous? Merci. Est-ce qu'on va réussir à prendre la décision de changer ou est-ce qu'on sera obligé, faute de ressources ou d'alternatives? Alors, la résistance au changement, c'est toujours assez intéressant. Alors, je ne suis pas neuro, je ne sais pas quoi. Là, tout à l'heure, il y avait plein d'études sympathiques qui ont été faites, mais on parle souvent de résistance au changement. C'est souvent un peu la résistance au changement pour moins bien. Hein, on est d'accord, quand on parle de résistance au changement dans les entreprises et tout, c'est parce qu'ils nous ont pondu une nouvelle super réorganisation où il faut virer un tiers des gens. Alors forcément, il y a de la résistance au changement. Si le changement, c'était de dire je double la quantité de semaines de vacances dans une entreprise, la résistance au changement, elle serait sans doute moins forte. Vous voyez j'exagère un peu, bien entendu, je suis caricatural. Oui, parce que le côté tout le monde à vélo, je ne suis pas sûr que ce changement-là, on l'accueille tous comme doublement des semaines de vacances. C'est à voir, parce que justement, je pense qu'on se rend compte, alors à côté de la résistance au changement, en même temps, on n'arrête pas de nous bassiner en nous disant que l'homme est innovateur, l'innovation et les nouveautés, ça nous fascine, et dès qu'on nous met un nouvel objet dans les mains, il va se passer plein de choses, etc. Alors qu'en fait, l'homme n'est pas un innovateur. L'homme est un imitateur. On a horreur d'innover. Et ça, c'est la théorie c'est que j'aime beaucoup de Lewis Mumford, qui dit qu'en fait, le cerveau de l'homme a grossi trop vite, que ça l'a rendu presque fou, parce qu'il ne savait plus ce qu'était le rêve et la réalité. Et qu'il a été obligé de se contraindre. Alors en fait, c'est pas tout à fait ça, c'est dans l'évolution darwinienne, ceux qui s'en sont sortis, c'est ceux qui ont fait ça par hasard. On est d'accord, mais je le fais un peu de manière téléologique. C'est que ceux qui s'en sont sortis, c'est ceux qui se sont mis à dire là, je vais faire tous les jours la même chose, je vais faire des procédures, je vais avoir des comptines, je vais avoir des rituels, et je vais faire tout le temps la même chose parce que sinon je vais devenir fou. Et si vous regardez bien, les enfants, ils adorent les procédures. Il n'y a pas plus procédurier qu'un enfant. Ils ont horreur qu'on fasse des trucs différents tous les jours. Une fois de temps en temps une surprise, c'est sympa. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi je pense pas forcément qu'on est génétiquement résistant au changement. Loin de là. Par contre, ce qu'on aime bien faire, c'est que c'est pas qu'on est innovant, on n'est pas innovant. Si vous visitez le musée de la préhistoire, vous allez voir tous les silex qui sont de plus en plus taillés, filmants, etc. On est super innovant, mais maintenant remettez-les dans l'échelle des générations de l'humanité, et vous verrez qu'en fait, le silex, pendant des dizaines de générations, des centaines de générations, on n'a pas changé une seule fois la manière de taper, et je présuppose que celui qui tapait différemment de son père et de son grand-père se faisait fracasser le crâne parce c'était essentiel de transmettre ce qui avait été appris par les anciens. Et donc au bout d'un moment, il y en a un de temps en temps, il survivait et puis peut-être ça faisait de l'innovation. Et à ce moment-là, quand on voit que c'est efficace, tous les autres imitent. Donc on imite d'abord. Et c'est la même chose sur les désirs. On dit qu'est-ce qui est désirable ou pas désirable? Est-ce que c'est désirable qu'on soit tous à vélo ou pas au vélo? J'ai deux réponses. Alors le vélo, il y a plein d'autres choses que le vélo. On n'est pas obligé de commencer par le vélo. Mais je pense qu'il faut y aller parce que le bâtiment et la voiture sont les deux gros secteurs consommateurs aujourd'hui d'énergie et de ressources. Mais il y a deux manières de répondre à ça. La première, c'est de se dire qu'est-ce qu'on a perdu en étant tous à voiture? Qu'est-ce qu'on regagnerait si on était tous à vélo? Si j'en ai tous à vélo, on rend la rue aux enfants, on met des tables de ping-pong dans les boulevards parisiens, on va faire plein de choses. Être à vélo quand il n'y a que des voitures, c'est hyper pénible, on est tous d'accord. Mais être à vélo quand tout le monde est à vélo, alors là, c'est un truc de dingue. Donc, qu'est-ce qu'on a perdu? Qu'est-ce qu'on peut regagner? Et ensuite, il y a la question du désir. Qu'est-ce qui est désirable? Ce qui est désirable, et ça on le sait aussi depuis un certain temps maintenant, c'est pas que les désirs sont infinis. Parce qu'ils sont, potentiellement, on sait que le superflu, cette chose très nécessaire, disait Voltaire. Non, on désire, c'est le désir mimétique. On désire ce que les autres désirent.
Ça marche comme ça, l'être humain marche comme ça. Et c'est pour ça que du coup le niveau de bonheur n'est pas corrélé au niveau de richesse d'un pays. Parce qu'on trouve toujours plus malheureux que soi et plus heureux que soi, au sens, voilà. Et donc si mon voisin de pavillon, je ne fantasme jamais sur le yacht de vacances de Monsieur Bolloré. Je sais que je ne pourrais jamais me le payer. Par contre, je fantasme sur la voiture un peu plus grosse de mon voisin de pavillon ou mon collègue de travail qui m'a dit qu'il avait été aux Maldives cet été et moi j'ai pas pu y aller. C'est ça qu'on fait. Donc c'est le désir mimétique. Donc on prend d'assaut Paris Match et TF1 et on fait de la propagande un peu inverse à la propagande qu'on subit aujourd'hui de la consommation. Et on met en couverture de Paris Match les joueurs du PSG avec des toutes petites voitures, avec des tout petits pneus pas terribles et tout, avec des super copines et tout. Comme dans la vraie vie. Alors j'inverse, je veux pas genrer mon truc. On met des dames de tous les âges confondus avec des super bonhommes qui est pareil. Et on va s'apercevoir que les gens vont adorer les petites voiturettes. Voilà. Enfin, c'est comme ça que je le vois. C'est le côté optimiste, quoi. D'accord. Stéphanie Léronas, donnez-lui le micro. Partagez donc. Merci. Moi, je vais faire une réponse un petit peu différente, enfin, dans sa nature. Moi, ce qu'on constate dans les pays dans lesquels je travaille, c'est que l'élément déclencheur, par exemple, pour que la préservation de l'environnement devienne une priorité, ce n'est pas de rentrer par l'environnement. Sinon, on a une résistance immédiate au changement. C'est de rentrer par d'autres préoccupations qui les intéressent beaucoup plus directement. Donc, je reprends mes exemples de l'eau. Je suis navrée. Alors, encore un petit coup d'eau. J'espère que vous aimez les questions d'eau, mais quand on a une surexploitation des nappes souterraines par des agriculteurs, parce que ce sont des agriculteurs qui traditionnellement avaient, par exemple, leur parcelle était alimentée par des sources qui étaient partagées autrefois, et il y avait des règles extrêmement élaborées de partage de l'eau, etc. Lorsqu'ils ont eu la possibilité d'aller forer directement dans la nappe, ils se sont totalement libérés de ces contraintes organisationnelles, de savoir avec leurs voisins quand est-ce qu'ils auront l'eau, à quelle heure, combien de temps, etc., etc. Donc, il y a un sentiment d'autonomisation et de liberté dès qu'ils peuvent forer directement dans la nappe. Lorsqu'il y a trop de personnes qui forent dans la nappe, forcément, on a le niveau de la nappe au bout d'un moment qui descend. Et ça a pour conséquence assez immédiate d'avoir des coûts de pompage qui sont de plus en plus importants et des effets induits qui vont être des personnes les plus démunies en capitale ou enfin en tout cas les plus démunies qui vont être exclus du système. Et ben malgré ça, ils bougent pas. Ils vont pas forcément bouger. Et donc, il va falloir une entrée éventuelle des pouvoirs publics pour leur faire prendre conscience et documenter cette baisse de la nappe, leur donner cette connaissance, enfin en tout cas les aider à les construire, pour qu'ensuite y ait et de rentrer sur des considérations par exemple économiques en leur parlant de diversification des cultures, en leur parlant de transition économique vers par exemple vers du tourisme, etc. En tout cas, c'est par une entrée qui est non environnementale qu'on arrive à faire bouger les choses. Mais c'est très clairement pas en leur disant « Attention, vous êtes en train de surexploiter votre nappe ». D'abord présenter des avantages pour les gens directement plutôt que l'avantage collectif. Oui, je vois. Alors, j'arrive jusqu'à vous. Je vous remercie pour vos interventions et j'aimerais bien savoir si on peut faire des villes connectées en utilisant de plus en plus de ressources et plus écologiques et j'aimerais bien savoir si ça pourrait se faire dans les pays en sous-développement. Alors, des villes connectées plus écologiques. Est-ce qu'on pourrait avoir les mêmes services numériques, mais travailler à ce que ce soit plus vert ? Ouais, je suis pas sûr. Ouais, je précise la question, c'est-à-dire de dire c'est la logique de smart city, c'est ça, la ville au fait où on optimiserait un peu l'ensemble des dépenses énergétiques et d'eau et de flux c'est ça que vous voulez dire? Et donc la question c'est quoi? C'est par rapport à la consommation de ressources que ça engendre? Voilà.
donc sans être très spécifique sur la question des pays en développement, mais là aussi, est-ce que de plus en plus, il y a un continuum. Enfin, je pense que quels sont les pays en développement, ceux qui ne sont pas en développement, et notamment quand on regarde les villes, souvent les bâtiments sont plus neufs et plus récents dans un certain nombre de villes que chez nous. La Smart City, c'est un peu, pour l'instant, c'est une promesse qui est pas très très claire en fait. Il y a beaucoup de gens qui vocalisent sur cette question-là, sur le fait que grâce aux usages numériques, aux capteurs, etc., on va pouvoir optimiser la consommation de la ville. La ville a un métabolisme un peu désagréable, enfin, elle est très consommatrice de ressources, d'énergie et puis génératrice de déchets. Et puis d'eau aussi, bien sûr. Mais pour l'instant, on ne sait pas trop quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a le bâtiment, l'échelle du bâtiment, on voit à peu près, il y a quelques cas d'usage. Donc le bâtiment, je le barde de capteurs, je mets des stores qui bougent, qui suivent la course du soleil pour les climatiser un peu moins, etc. Bon, très bien. Alors ça, le problème, c'est que c'est à la fois effectivement un peu consommateur de ressources, et puis avant que tous les bâtiments deviennent smart, il y a un problème d'inertie, c'est-à-dire que c'est les nouveaux bâtiments qu'on installe ou ceux qu'on réhabilite sont smart. Mais vous voyez, c'est comme la rénovation thermique. La rénovation thermique, on fait 300 000 logements par an en France. Il faut un siècle pour passer les 30 millions de logements à la rénovation thermique, donc on n'a pas tellement le temps. Et puis après, il y a quelques cas d'usage à l'échelle de la ville, c'est-à-dire par exemple optimiser les flux de véhicules, réduire les embouteillages et donc peut-être baisser un peu la consommation moyenne des voitures, etc. Mais il n'y a pas vraiment de description très, très concrète à part ça, qui permettrait de dire on va diviser par 3, 4, 5, 6 la consommation d'une ville, quoi. Il n'y a pas de matérialité derrière ces promesses-là, quoi. Donc pour l'instant, c'est des belles aventures technologiques qui permettent d'installer plein de caméras, plein de capteurs. Donc il y a des capteurs très intéressants. Hein. Ça permet de suivre la pollution de l'air en direct, ça permet de suivre plein de choses. Mais de là à dire je vais réussir à diviser par 4 ou par 6 ou par 8 en fonction de combien on sera, est-ce qu'il faudra faire les émissions de gaz à effet de serre, etc. Moi, j'ai rien vu de vraiment très concret. Et dans les pays en développement, il y a une difficulté supplémentaire, c'est la structuration des villes. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre elles, contrairement à beaucoup de villes dans les économies du Nord où on a des villes assez verticales, là-bas, ce sont des villes qui sont très, très horizontales, donc avec un étalement urbain qui est extrêmement important, avec du coup une grosse difficulté à étendre les services de base, hein, que ce soit les services d'eau, les services d'assainissement, la collecte des déchets, etc. Donc il y a une espèce de course permanente entre un étalement urbain qui est de plus en plus important, des villes qui grossissent essentiellement spatialement, et des services publics qui ont énormément de mal à suivre le rythme et à pouvoir connecter. Donc avant qu'on puisse parler de Smart City, c'est vrai qu'on a déjà un souci préliminaire extrêmement important qui est la question de quel service on arrivera à mettre en place pour ces populations installées. Une nouvelle question dans la salle. Merci. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, madame, quand vous faites les constats sur les pays en voie de développement, mais il y a un élément absolument fondamental dont vous ne parlez absolument pas, qui est dramatique. Enfin, pour moi, il me paraît dramatique pour la planète. Si nous devons faire des efforts pour nous restreindre, comment nous représentons, disons, peu importe, hein, je veux dire la moitié de la planète, en gros. Les nantis, on va dire la moitié de la planète. Cette moitié de la planète est à peu près à population constante, à peu près. Mais la deuxième moitié, qui sont des pays en voie de développement et qui sont très pauvres, vont être dans 25 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, 2 milliards de plus. Comment voulez-vous, et c'est une quasi-certitude, leur natalité ne baisse pas, ou très très peu. Comment voulez-vous demander à ces 2 milliards, c'est-à-dire qu'en fait, dans 25 ans, ce sera 5 milliards, comment voulez-vous leur demander de se restreindre et de vivre comme nous devrions aujourd'hui vivre ? Bien sûr qu'il faut faire des efforts, mais comment voulez-vous demander des efforts à des personnes qui seront beaucoup plus nombreuses? C'est une véritable catastrophe. La première chose à faire, avant tout,
c'est l'éducation. Comment imaginer, c'est un rêve vraiment, je ne sais pas sur quelle planète vous êtes, mais on est effectivement sur une planète qui explose démographiquement. Pas nous, mais les plus pauvres. Or, les plus pauvres ne peuvent pas faire décemment, vous ne pouvez pas leur demander quand même de se restreindre. Alors effectivement, les conditions démographiques, j'imagine que vous n'étiez pas là dans le premier débat, mais effectivement, on avait un démographe et elles ont été abordées avec des éléments de réponse à ce qui vient d'être dit, mais peut-être vous voulez compléter la réponse. Oui, justement, quand la question avait été posée, est-ce qu'on peut décemment, nous, en tant qu'occidental, aller dire aux pays du Sud, ne faites pas votre transition comme nous on l'a fait, ne consommez pas comme nous on consomme, etc. C'est très indécent. C'est un positionnement qui n'est pas acceptable. Moi, ce qu'on constate, en revanche, alors pour revenir sur ce qui a été dit sur la première table ronde concernant la démographie, j'espère ne pas trahir ce qui a été dit, mais c'est qu'effectivement, on a des trajectoires de population africaine notamment, qui continuent à augmenter, mais qui aussi également vont arriver à un palier à un moment donné. Donc on est quand même sur une stabilisation à terme de la population mondiale, mais avec une part africaine beaucoup plus importante. Alors, on a dit en 2050. En 2050, il y aura un humain sur 4 qui sera africain, alors qu'aujourd'hui, un humain sur 6 est africain. Donc on voit, il y a de plus en plus, la proportion d'Africains augmente. Et pour 2100, un humain sur 3 sur Terre serait africain, avec une population mondiale de 11-12 milliards, je crois, pour 2100. Mais là où il y a un problème qui les concerne directement, et notamment avec cette augmentation de la population, c'est l'utilisation de leurs propres ressources naturelles et la surexploitation. Et là, ils ont un levier, ils ont moyen d'agir à la fois sur leur manière de produire les choses, leur manière de s'organiser, les outils qu'ils vont pouvoir mettre en place pour gérer les quantités, pour gérer les prix, etc., etc. Là, ils ont des leviers d'action. Mais c'est pas leur dire qu'ils n'ont pas le droit de se développer. C'est pas du tout là mon propos, évidemment, quoi. Ces leviers sont suffisants ? Non, c'était ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on avait un certain nombre d'outils qui sont difficilement efficaces, notamment lorsqu'ils sont imposés par les pouvoirs publics. Ensuite, on a plein d'expériences. En revanche, c'est toute la théorie des communs qui a été développée par Elinor Ostrom dans les années 2009, qui venait contredire toute la théorie en tout cas, la position de Garrett Hardin qui a été évoquée tout à l'heure sur le fait que les ressources communes sont forcément en surexploitation parce que c'est en accès ouvert et donc chacun va essayer de maximiser son profit et donc va forcément essayer de tirer un maximum de profit de la ressource et il y aura forcément surexploitation. Donc il faut privatiser ou il faut des outils réglementaires. Elinor Ostrom, elle a démontré qu'au contraire, sur une base empirique, qu'il y avait de multiples expériences locales de communautés qui savaient gérer leurs ressources naturelles de manière à éviter leur effondrement parce qu'ils dépendaient de cette ressource naturelle tout simplement pour leur survie. Et dans les pays du Sud, très clairement, c'est des choses qu'on voit réapparaître petit à petit. Donc pour moi, c'est un message d'espoir. Mais ça suppose, parce que là on parle beaucoup ici du positionnement individuel de chacun, de ce qu'on doit faire, des efforts que l'on doit faire, mais pour moi les efforts ils sont à la fois au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, au niveau des pouvoirs publics qui doivent revoir leur positionnement par rapport à ces initiatives éventuellement citoyennes ou des usagers, et au niveau international avec les grands accords, les grands rounds de négociations, etc. Donc c'est tout ce jeu-là qui semble intéressant. Alors, j'ai une question ici, j'ai vu une main qui se lève là, une autre, ça nous en fait 3, 4, 5. Ok, on va essayer de faire ça dans les temps, des réponses synthétiques et des questions aussi. Bonsoir, merci pour vos interventions. J'ai une question pour chacun de vous au sujet de l'eau. Est-ce que en France ici, à l'échelle individuelle, il est possible de faire des choses chez soi? Je parle de l'eau froide, pas de l'eau chaude. Par exemple, est-ce que ça change quelque chose de tirer moins souvent la chasse d'eau ou pas du tout? Est-ce que pour nous ça change quelque chose ici? J'ai bien compris que dans d'autres pays c'était d'autres problématiques. Et pour Monsieur Biwix, quelle technologie
sur quel genre de technologie on doit faire complètement une croix en supposant une décroissance, disons, de l'usage des matériaux. Est-ce qu'on peut envisager encore une forme d'internet dans ces conditions? Est-ce qu'on peut envisager une forme de téléphonie? Enfin voilà, qu'est-ce qui est envisageable ou pas si on se dit qu'on consomme vraiment beaucoup moins de matériaux et toutes les ressources? Alors, sur l'eau d'abord, est-ce que ça a un sens d'arrêter de tirer la chasse? Bon, faut quand même tirer la chasse de temps en temps. À part passer aux toilettes sèches, oui, effectivement, la chasse d'eau consomme énormément d'eau. Après, il y a d'autres moyens pour limiter sa propre consommation d'eau. On a parlé de manière indirecte de la manière de s'alimenter. Donc, par exemple, une alimentation trop carnée a une implication très forte sur les ressources en eau. Ça peut être aussi de manière assez immédiate de passer du bain à la douche, ça peut être de ne pas changer de jean tous les 4 matins. Il y a plein de moyens en fait, du moment qu'on considère l'empreinte eau, c'est une notion qui est beaucoup mobilisée, qui fait débat, qui n'est pas totalement consensuelle. L'empreinte eau de tous nos produits de consommation ou nos produits de tous les jours, si on essaye de limiter cette partie-là. Mais d'un autre côté, dans notre pays en France métropolitaine, on ne manque pas d'eau. Et l'eau, voilà, il pleut régulièrement. Alors, est-ce que ça a vraiment un sens d'économiser l'eau? Plus pour des histoires de retraitement, peut-être, ou de pollution? D'abord, on ne manque pas d'eau, mais enfin, l'année dernière, l'été dernier, on a eu des restrictions d'eau. Oui, ponctuellement, lors de périodes de sécheresse. Oui. Après, avec le changement climatique, on peut penser qu'il y en aura d'autres soucis et de stress hydrique de conditions de stress hydrique qui pourraient augmenter en France. Oui, ça fait sens. Ça fait sens parce que dans la consommation directe, il faut savoir que l'eau qu'on consomme, ça a un coût, c'est-à-dire que c'est pas juste de l'eau qu'on va pomper au fond d'un puits et qu'on prend à la main. Donc le fait d'avoir une production d'eau, d'avoir un traitement d'eau, d'avoir des adductions d'eau, etc. Tout ça, ça a un coût, et puis ça a un coût financier et ça a un coût énergétique aussi qui est extrêmement important. Donc oui, pour moi, c'est aussi ça qu'on économise en fait. C'est l'énergie et le retraitement. C'est pas la ressource en elle-même. Et il y avait alors une autre question pour vous à côté sur les technologies auxquelles on doit renoncer. Merci pour l'énergie, parce que j'allais le dire. Effectivement, c'est pas mal les toilettes sèches et de tirer un peu moins la chasse d'eau ou des chasses plus petites, parce qu'effectivement, c'est la pression de l'eau. La pression de l'eau, c'est l'énergie. Soit il faut la monter dans un château d'eau, dans les petites villes, les villages, soit il faut mettre de la pression avec des compresseurs. Donc effectivement, il y a toujours de l'énergie dans l'eau. Alors est-ce qu'il faut renoncer à Internet? Je simplifie la question parce qu'il faut être court, mais en fait, on pourrait diviser par 100. Et là, je suis vraiment prudent en disant diviser par 100, le coût écologique ou environnemental de tout le système numérique. Sans problème. En s'y prenant comment alors? Alors, en travaillant tous les sujets. Alors d'abord, la durée de vie des appareils. Parce qu'en fait, ils ont pas forcément une obsolescence technique en tant que telle. Ils ont une obsolescence d'abord marketing, une obsolescence des désirs. Je veux changer de smartphone. Après, il y a une obsolescence systémique entre les logiciels et les équipements. C'est-à-dire que les équipements marchent très bien, mais ils peuvent plus suivre les logiciels. Donc, si vous passez au logiciel libre, par exemple, ça consomme beaucoup moins de ressources mémoire et de ressources de microprocesseurs que les logiciels propriétaires. On peut éco-concevoir les pages web, on peut arrêter de faire des obésiciels, des logiciels de plus en plus gros, où on fait des gros copier-coller avec des trucs un peu bizarres à l'intérieur. On peut réduire l'usage de la vidéo. La vidéo, c'est 70% du trafic Internet mondial aujourd'hui, donc c'est ça qui consomme et qui génère le trafic. C'est pas la voix sur IP, c'est pas les universitaires ou australiens qui envoient des documents à leurs collègues américains. Et on peut renoncer à une partie de la connexion sans fil. Si vous câblez, ça coûte beaucoup moins cher. Il n'y a pas très longtemps encore, on branchait son ordinateur en arrivant au bureau sur un câble. Aujourd'hui, tout est Wi-Fi, etc. Le Wi-Fi, la 3G, la 4G, c'est plus consommateur d'énergie par unité déplacée. Le temps réel, le fait d'être en temps réel en permanence, sur Twitter, sur Facebook, je sais pas quoi, sur les grandes plateformes, ça oblige à copier-coller en permanence sur plusieurs sites du part et l'autre de l'Atlantique, ça génère du trafic. La redondance, c'est-à-dire le niveau de performance qu'on attend, le fait que
qu'on n'accepte jamais qu'un site, surtout les sites marchands, tombe pendant même quelques secondes ou quelques millisecondes ou quelques minutes, que sais-je. Donc tous les data centers sont doublés, triplés, quadruplés pour assurer le fait que ça va effectivement marcher. Tout est copié en permanence partout. Voilà, si on abattait tout ça, on pourrait arriver à un facteur 100. Ça, et on n'y est pas du tout, c'est pas du tout la tendance du moment. La mauvaise nouvelle, c'est qu'évidemment tout ça ne va pas se passer. En tout cas, pour le moment. Malheureusement, ça heurte un certain nombre d'habitudes, d'exigences du consommateur, d'exigences économiques. Et en plus, on peut décider effectivement de brancher, de renoncer un peu au Wi-Fi. Enfin, parmi les mesures que vous avez données, il y en a certaines qu'on peut prendre, mais il y a des choses qui se décident plus collectivement et qui ne sont pas de notre ressort. Il y a plein d'autres choses. Enfin, vous prenez un immeuble parisien, il y a 30 appartements, il y a 30 boîtes Wi-Fi. Il n'y a pas besoin de 30 boîtes Wi-Fi avec 30 appartements. Donc il y a plein de gâchis partout, à tous les niveaux, dans tous les domaines. Il y avait aussi une question ici. Oui, bonjour. Vous parlez beaucoup du rôle de l'État, notamment à travers la régulation. Et je voulais savoir ce que vous pensiez du rôle des entreprises. Quel est le rôle des entreprises et est-ce que les entreprises peuvent pousser justement à cette espèce de... On parlait de désir collectif, vous avez même parlé de propagande, mais si on le voit du coup du point de vue privé, qu'est-ce que vous pensez qui serait le rôle de la communication privée des entreprises dans ce changement de représentation et dans ce changement de comportement qui en découlerait? Alors, réponse super courte, mais alors je dis exactement la même chose sur l'histoire des 4 niveaux, c'est-à-dire le niveau familial, personnel, le niveau un peu territorial, associatif, avec les circuits courts, avec les AMAP, avec les zéro déchet, l'atelier de réparation de vélos, la recyclerie, ressourcerie, je sais pas quoi, qui ne demande qu'à émerger, les mouvements zéro déchet, tout ça. Le niveau étatique, effectivement, qui est hyper important, qu'on oublie souvent parce que voilà, pendant quelques décennies, là, on a dit l'État c'est pas bien, il faut que c'est le privé qui est efficace. Et puis le niveau international qu'il faut pas lâcher, même si à mon avis il y a beaucoup de choses qui doivent se passer au niveau étatique ou pluriétatique et pluriétatique, pas à 25, 26, 27, parce que même en Europe, on voit bien que c'est difficile de se mettre d'accord. L'État, pour moi, le niveau étatique, il est important. Les autres aussi, forcément, hein, il faut que ça suive, il faut même que ça pousse à toutes les échelles, mais le niveau étatique, c'est le réglementaire, le normatif, ouais, c'est-à-dire le coton-tige est autorisé, n'est pas autorisé, le char d'assaut de 3,5 tonnes sur le périphérique est autorisé, n'est pas autorisé. Tout ça, c'est effectivement le pouvoir de régulation. Mais il y en a d'autres. Il y a le pouvoir prescriptif, les achats, ce que je décide d'acheter ou pas acheter, et qu'est-ce que je mets dans les cahiers des charges. Il y a le pouvoir de l'exemplarité. Qu'est-ce que je fais moi dans les services de l'État, dans les administrations, qu'est-ce que je peux impulser ou pas comme évolution entre le zéro déchet dans une petite association sympa et puis la version toutes les entreprises publiques doivent lancer un programme zéro déchet, ça aurait eu un autre effet démultiplicateur. Et puis, il y a la question du soutien à l'innovation aussi. Quel type de subvention je donne? Est-ce que je subventionne que des trucs où il y a les mots magiques, numérique, blockchain, je ne sais pas quoi, parce que ça fait vraiment hype, c'est sympa, et je veux créer des filières industrielles, et je veux montrer qu'au Consumer Electronic Show, Francis Bach, ou bien est-ce que je veux subventionner des choses qui sont peut-être un autre type d'innovation, pas forcément technologique, mais organisationnelle, systémique, culturelle. Le retour de la consigne pour faire du zéro emballage, du zéro déchet. On nettoyer une bouteille, il n'y a pas besoin de beaucoup d'innovation technologique. Par contre, il y a besoin de beaucoup d'intelligence sur comment recréer entre les consommateurs, les distributeurs, les producteurs, des circuits qui fonctionnent et qui sont écologiquement, environnementalement efficaces. C'est pas forcément évident. Voilà. Donc, alors là, je crois beaucoup à ce rôle-là. Vous avez beaucoup parlé du... Et les entreprises. Je suis ici dans... je suis complètement à votre droite, plus à droite. Vous avez parlé beaucoup du gouvernement, mais je crois que la question sur les entreprises, était sur les entreprises. Alors allons-y parce que vous en avez plusieurs en attente et qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors les entreprises. Les entreprises, moi je pense que c'est difficile de leur demander de se faire harakiri toutes seules. C'est-à-dire que si on change les conditions de température et de pression, donc des aspects fiscaux, réglementaires, etc., et bien à ce moment-là, ils peuvent changer. Aujourd'hui, on met tout sur le coût du travail humain, les charges sociales, et je mets rien sur les ressources, l'énergie, le CO2, les taxes environnementales. Donc à chaque fois, moi, entreprise, que je peux remplacer une personne par une machine, je le fais. C'est rentable. En plus, la machine ne fait pas la grève, c'est mieux. Et ça marche comme ça depuis le 19e siècle. On est dans le paradigme du 19e siècle. Donc il faut changer ça. Donc et à ce moment-là, les entreprises pourront changer. Alors ça n'empêche pas quelques belles aventures industrielles éventuelles.
Je sais pas, Seb Moulinex là, qui a annoncé il y a quelques années ou mois qu'ils allaient faire que des objets réparables, durables, pièces détachées, tout ça, super, c'est génial. Mais pourquoi ils font ça? C'est bien de faire ça, mais ils font ça parce qu'ils vont jouer le Made in France, la réparabilité, etc., pour récupérer des parts de marché sur l'Europe de l'Est ou sur la Chine dans le petit électroménager. Ils font pas ça pour vendre 10 fois moins de grille-pain parce que les grille-pains tomberont 10 fois moins en panne ou dureront 10 fois plus longtemps. Donc ça peut marcher dans des effets de niche. Il y a aussi des choses sur dans toute une série de produits, un peu du quotidien, je sais pas, dans le do-it-yourself, il y a des gens qui vendent des kits pour faire des trucs soi-même, etc. Mais à mon avis, il y a un moment, il faut forcément que les règles du jeu réglementaires et fiscales évoluent aussi. Alors, ouais, bah ça c'est les rapports en papier glacé, ouais, c'est bien. pour le RSE, vous dites. Alors, une question ici. Oui. Bonsoir, merci pour cette discussion. Pour consommer autrement, certains utilisent le concept de guerre. Je suis là. Et donc une guerre qui serait une guerre pour atténuer les changements globaux, surtout climatiques, qui serait la seule guerre qui ne ferait pas de morts, voire même qui en ferait moins si on l'entreprend que si on ne la fait pas. Et du coup, qui découle de cette guerre vient souvent le concept de rationnement. Donc il faudrait rationner la consommation typiquement. Donc est-ce que vous pensez que cette analogie avec la guerre est légitime, efficace, et les quotas par rapport au signal prix dont on parlait tout à l'heure pour faire accepter les politiques environnementalistes est quelque chose d'intéressant, de mettre en place des quotas. Merci. Sur le quota, oui, il y a des travaux comme ça qui montrent que le rationnement est plutôt bien accepté quand il est appliqué par tout le monde. Donc c'est un peu le côté Seconde Guerre mondiale avec pas trop de marché noir ou que ça se voit pas trop, quoi. Bon, mais là en fait souvent les gens qui travaillent sur la question des quotas, c'est des quotas par personne échangeables sur un marché. Ce qui fait que j'avoue avoir humblement pas bien compris la différence avec grosso modo une taxe, quoi. Progressif, pour moi c'est un petit peu la même chose. Donc c'est une manière de donner le signal prix et de distribuer un peu, de distribuer l'effort de la manière la plus équitable possible. Moi je pense qu'effectivement l'effort il peut être bien accepté si d'abord on a des choses en face de ces efforts. Donc alors les choses ça peut être assez concret, hein, ça peut être un travail pour tous. Moi, je trouve ça pas mal, hein, plutôt que serrer les fesses avec la nouvelle vague de robotisation, de numérisation, d'intelligence artificielle, où on se dit que, oh là là, est-ce que la destruction créatrice schumpeterienne va pas aller un peu trop loin? Moi, je trouve que dire, bah non, on aurait quelque chose où on a une agriculture plus intense, plus riche en emplois, parce qu'avec des trucs des choses où on va remélanger la polyculture, l'élevage, au lieu de faire la Beauce d'un côté, la Bretagne, un cochon de l'autre. Donc quelque chose où on met plus de travail humain. Une bonne tomate, c'est une tomate qui a plus de travail humain à l'intérieur. Et donc là, après, les communes de la réparabilité, le local, les services, tout ça, je trouve que ça peut être quelque chose de sympathique à proposer. Et donc la sympathie de ce qu'on propose, et puis que l'effort, si effort il y a, il soit équitablement réparti. C'est-à-dire, je peux pas faire la taxe carbone et prendre les avions de la République pour rentrer chez moi le week-end, parce que c'est plus rapide que les voitures. Sinon, mes ronds-points sont envahis. Oui, l'allusion est claire. Alors, oui, là, on va quitter un peu les gilets jaunes, mais dans les pays en développement, on a cette analogie avec la guerre est intéressante parce que on a des personnes qui ont appris à gérer la pénurie et qui, dans certains cas, notamment dans l'exemple de l'exploitation des eaux souterraines nouvelles, commencent à avoir une impression d'abondance. Et ils ont cette difficulté-là dans ce passage de la pénurie à l'abondance, de prendre conscience des risques de surexploitation des ressources et donc de rester sur une logique un peu plus limitée de leur exploitation. Donc c'est vrai, les quotas sont un des outils qui peuvent être mis en place. Alors ils ne sont pas forcément échangeables, en tout cas dans ce qui concerne les ressources en eau, ils sont
rarement échangeables, à part quelques cas très particuliers. La difficulté qu'il y a par rapport à ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que des quotas, en fait, ça va fixer des quantités, un droit à prélever pour chaque agriculteur, mais ça veut dire que ça nécessite de savoir où sont les agriculteurs, qui y sont, quels sont leurs besoins et d'avoir leur adhésion sur les quotas qui sont mis en place. Et donc très clairement, c'est un processus qui peut être extrêmement compliqué à mettre en place par l'État. Et c'est pour ça que des processus qui sont plus consensuels au sein des communautés fonctionnent parfois beaucoup mieux, et pourtant tout en utilisant aussi des outils de type quota. On va devoir bientôt se quitter, hein. Le temps passe très vite, mais on entendra évidemment la conclusion de notre grand témoin qui a suivi les 2 tables rondes et qui fera une synthèse, qui donnera son regard sur les discussions de ce soir. Avant, je voudrais vous demander à chacun... On a compris qu'il fallait changer, on a émis plein d'idées, certaines devront se jouer au niveau des entreprises, de la gouvernance, d'initiatives locales. Certaines, c'est aussi nous, chez nous, dès demain, on peut commencer. On peut commencer par quoi? Avec quoi on repart comme petit geste très concret qu'on ne fait peut-être pas encore et qu'on pourrait faire demain pour commencer à avoir l'impression de faire sa part? Qui veut répondre à ça? Est-ce que... Oui, vous lui laissez la priorité. Alors on commence. Je pensais pas vous coller avec ça. Si, non, je sais pas, mais je cherchais vraiment ce. Alors je commence par. Alors je composte mes déchets. Donc, à Paris? Ouais. Je fais ça comment? Avec un lombricomposteur d'appartement. Ça marche très bien. Moi j'ai fait ça pendant des années. Vous le faites plus? Bah je suis pas à Paris. Donc maintenant je composte dans le jardin. Ah oui, d'accord, il y a moins de... Okay. Mais si, donc voilà. J'achète un livre de recettes végétariennes. Comme ça, je commence à faire un certain nombre de repas à la maison végétariens. Et ça commence à... C'était pas bon le végétarien hein, il y a 10 ans. Hein, enfin, pas toujours. Hein, maintenant, on commence à trouver des trucs vraiment sympas. Qui n'essayent pas juste d'imiter, de remplacer la viande poste pour poste, si je puis dire. J'installe un régulateur sur mon chauffage, si j'en ai pas, et je commence à jouer un peu avec les degrés pour voir jusqu'à quel point je peux descendre. Hein, donc, pour pas rester à 22-23 degrés en hiver dans l'appartement parisien, mais descendre à, je sais pas, 17, 18, réinventer le pull, installer un lit à baldaquin pour continuer à me promener tout nu dessus si je veux, je sais pas. Il fait plus chaud dans un lit à baldaquin? Ah bah sûrement, et si je ferme les rideaux, bah c'est... Ah oui, vous avez un lit à baldaquin? Non. D'accord. Ça fait partie peut-être de mes consommations futures. Non, je savais pas. J'avais pas vu le lit à baldaquin comme une mesure écolo. Comme j'achète beaucoup d'occasions maintenant, j'ai pas trouvé de lit à baldaquin d'occasion. Il faudrait que je dévalise un château, mais je me dis qu'effectivement à un moment ils fermaient les rideaux, ils avaient plus chaud à l'intérieur, je pense. Mais évidemment tout le monde n'avait pas dans ces temps glorieux un lit à baldaquin. Hein. Donc en général on couchait au-dessus des vaches dans la paille. Hein, et c'était les vaches qui tenaient chaud. Ouais. Donc voilà, le régulateur, le truc, et puis après ça devient des... Alors acheter d'occasion les numériques, voilà. Regarder plutôt ces films et surfer sur Internet plutôt en hiver qu'en été. Alors, pourquoi? Alors là, faites-moi le chemin pour arriver à cette conclusion. Le chemin, c'est qu'en fait, dans les 10% d'électricité mondiale de tout à l'heure, cette électricité, comme disait Dominique tout à l'heure, l'énergie reste la même, elle se dégrade en chaleur. Ouais. Donc en fait, cette chaleur, si du coup je suis dans un appartement qui est régulé, avec une température régulée, bah, je vais quand même avoir un peu récupéré cette énergie pour chauffer mon appartement. Et si du coup j'avais un chauffage électrique, ce qui est malheureusement le cas enfin pas malheureusement, qui est le cas dans beaucoup d'endroits, bah, entre l'électricité qui était dans le convecteur et l'électricité qui était dans mon ordinateur, ça revient au même. Par contre, l'été, catastrophe, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez imaginer, je sais pas, qu'une rame de TGV complète avec plein d'hommes d'affaires en train de taper tous sur leur ordinateur et de regarder en été climatisé, bah, elle est terrible parce que non seulement j'ai dépensé dans le numérique, puis en plus j'ai climatisé pour compenser. Et puis la même rame, s'il fait 0 degré dehors, bah, voilà, elle est régulée. Et voilà. Donc, oui. Alors, tout ne se vaut pas. Ça, non, c'est pas ça, mais on a l'impression qu'il y en a certaines qui sont gadgets et d'autres qui sont fondamentales. Je me trompe ou pas? Non, je pense que les déchets, c'est pas du tout gadget. Hein. Dès qu'on composte, on divise par 2 la taille de sa poubelle sans faire aucun effort. Non, mais justement, oui, les déchets, je m'étais passé dans le gadget. Mais par contre, le fait de regarder un film en hiver plus qu'en été, c'est plus une blague, on est d'accord. D'accord, ok. Stéphanie Léronas.
Là, donc plutôt en tant que citoyenne, hein, pas forcément en tant que faisant partie d'une agence de développement. Je souscris à tout ça et je rajouterais peut-être, pour un petit clin d'œil par rapport à cette conférence, que je ne râle pas quand je vais à une conférence où il doit faire 15 degrés dans le hall. Donc je garde mon bonnet. Là, c'est sûr que on fait des économies en ne chauffant pas à 20 degrés le grand hall. Je vais peut-être me rapprocher de Philippe du coup. Hein, si ça peut permettre ça. Et puis surtout, je miserais sur la sensibilisation de mes enfants, parce que comme ça a été dit à la précédente table ronde, hein, on a quand même une génération future qui est beaucoup plus sensibilisée que nous sur ces problématiques, et je mettrai encore un accent très très fort sur cette partie-là, quoi. Merci à tous les deux. Avant de vous remercier complètement et de vous applaudir comme il se doit, j'invite Dominique Bourg, notre grand témoin qui n'a pas faibli et qui est encore debout et en forme. C'est vrai, vous avez quand même pas dormi, il va falloir que vous nous disiez. Bon, très bien. Je vous laisse le micro et je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route que vous êtes professeur à la faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne, que vos domaines de recherche et les questions que vous abordez touchent à l'écologie, évidemment. On vous laisse donner un peu votre avis de grand témoin sur cette soirée et les discussions. Merci, juste quelques minutes parce que je pense que tout le monde en a un peu assez, il est quand même très tard. Moi, je voudrais juste remarquer la différence de tonalité quand même entre les deux tables rondes, hein. La première, on avait tendance à imaginer l'avenir en s'inspirant uniquement du passé, sans se rendre compte qu'on est en train de rentrer dans une période quand même très particulière et très nouvelle. On était très souvent on mettait en avant les solutions techniques. Et puis, dans la deuxième table ronde, il est clair qu'il faut qu'on change. Je crois que là, on n'a absolument pas le choix. On a beaucoup plus mis en avant des aspects plus sociaux, voire psychologiques. Elinor Ostrom, la régulation, l'État, la mimésis. On a donc vraiment deux tonalités qui sont très différentes dans l'approche du problème. Alors, ça ne veut pas dire que les techniques ne peuvent rien nous apporter, mais on voit bien qu'à elles seules, on va pas y arriver, que c'est en les articulant avec des régulations, avec le rôle de l'État, on l'oublie assez, c'est très tendance aujourd'hui, et on voit par exemple en Grèce cet été, ce qui se passe lorsque l'État est défaillant, hein, eh bien les Canadaires que les Grecs se voient prêter parce qu'ils n'en ont pas. Quand il n'y a pas de service météo, l'eau, elle part pas avec le bon vent, elle va pas l'eau aller. Il y a des gens qui restent coincés, qui peuvent plus accéder à la plage parce que les plages ont été grillagées. Les médecins, les pompiers n'ont plus les équipements, etc. Donc voilà, il faut voir qu'on est dans une passe très particulière de l'histoire de l'humanité, très délicate. Et encore une fois, ce n'est pas en se reportant simplement sur ce qui a été fait, en imaginant qu'on va continuer comme ça à l'infini, que ça va aller. Il faut faire preuve d'inventivité tout en connaissant assez précisément la situation. Diversité d'un pays à un autre, les mêmes solutions vont pas vraiment marcher, même si le défi à venir, il est vraiment gigantesque. On l'a vu ce soir, il y a de l'initiative, il y a de l'inventivité, on peut avoir des sources d'inspiration. Voilà, informez-vous et puis faites comme vous l'indiquez, Philippe, il faut que chacun de nous apprenne à changer. C'est pas toujours facile, mais en fait, on n'a pas le choix. Et merci de votre présence à tous ce soir. Merci à vous, Dominique Bourg. Merci Philippe Bouix et Stéphanie Léronas. Et merci d'être restés jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très bonne soirée. Vous pouvez les applaudir, bien sûr.